Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Truchot, fondateur, président d'Ipsos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur C'est mon Boursorama. plaisir. Spécialiste des études de marché, les sondages d'opinion côté la Bourse de Paris sur le SBF 120. On va parler évidemment d'Ipsos, il y a plein de trucs à raconter. Mais d'abord, juste un petit mot, parce qu'on sent l'opinion publique, et j'en parlais avec beaucoup de mes invités cette semaine. L'opinion veut que les entreprises, que leurs dirigeants, que les plus fortunés, c'est cette petite musique qui monte, participent plus à l'effort de redressement de comptes publics qui sont sacrément en mauvais état. Est-ce que vous comprenez que les patrons aient le sentiment d'être, ils vous diront injustement, pris pour cible? Ou est-ce que tout le monde doit contribuer à l'effort? Moi, je ne me sens pris pour cible par personne. Je veux dire, j'ai toujours payé mes impôts en France et j'ai l'intention de continuer à les payer, quel que soit le montant, même si évidemment je souhaite, comme n'importe quel individu doué de raison, en payer le moins possible. Après, si vous cherchez des recettes supplémentaires, il vaut mieux les chercher auprès des gens qui ont de l'argent qu'auprès de ceux qui n'en ont pas. Donc voilà, ce sera ça mon commentaire citoyen. Ouais. Après, sur le côté... parce que le banquier Mathieu Pigasse disait sur France 2 que si on ne corrige pas les inégalités, parce que c'était ça ma question sur les inégalités, il va se produire un choc de nature insurrectionnelle et révolutionnaire. Le roi des sondeurs... Mathieu peut dire ce qu'il veut. Alors, le problème des insurrections et des révolutions, c'est que c'est totalement imprévisible. Donc, on l'a vu plein de fois dans l'histoire. Donc, je ne sais pas si on peut dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu, au cours des 40 dernières années, un développement important des inégalités qui ont concerné certains pays comme les États-Unis plus que d'autres comme les pays européens, mais ça a aussi touché les pays européens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il vaut mieux être patron et donc riche et bien portant plutôt que d'être pauvre et malade. Après, c'est vrai qu'on entend parler de suppression, là je ne parle pas des entrepreneurs, mais des entreprises, de suppression de niches fiscales, suppression des aides, de nouvelles taxes, que la surtaxe d'impôt sur les sociétés qui devait s'arrêter cette année pourrait être reconduite. Est-ce que les entreprises pourraient être les grandes perdantes de cette séquence budgétaire? On va peut-être distinguer les entreprises des patrons. Oui, là je parle des donc entreprises. Autant sur les patrons et d'une façon plus générale sur les gens qui ont de l'argent. On peut considérer qu'en effet, compte tenu de l'état des finances publiques en France, un effort est nécessaire. Sur les entreprises, il faut évidemment faire très attention, tant qu'on vit dans un régime, disons, dans lequel les capitaux circulent assez librement d'un pays à l'autre, voire d'une zone du monde à l'autre. Si on veut augmenter très fortement les charges sur les entreprises, il faut... comme première mesure, fermer les frontières. Donc ça pose évidemment beaucoup d'autres problèmes. Et dans la mesure où on ne peut pas fermer les frontières on peut toujours. Je veux dire, l'État souverain peut toujours faire ce qu'il veut. Mais bien sûr que les Français auraient envie de ça. Hein. Alors je ne suis pas sûr que les Français aient envie de ça. Et je ne suis pas sûr non plus que ce soit très, très utile à terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle nous nous sommes mis, et quand je dis nous, c'est les citoyens et les dirigeants politiques, nous sommes mis dans une situation dans laquelle on ne peut pas créer trop, si je puis dire, d'inégalités au niveau des entreprises. Autrement, on ne peut pas fiscaliser de façon très différente les entreprises françaises des entreprises d'autres pays, dans la mesure où les entreprises françaises peuvent aller ailleurs. Ipsos, par exemple, est présent dans 90 pays, donc on pourrait toujours délocaliser certaines de nos activités françaises dans d'autres pays que pas au programme. France. Ça n'est certainement pas au programme, mais je veux dire, si on devait se retrouver face à un mur fiscal, il est sûr que le conseil d'administration, les actionnaires, les dirigeants de l'entreprise se posera des questions. Et ça n'en fait pas pour autant des méchants capitalistes. C'est juste ça en fait, si vous voulez, le problème, par exemple, d'un conseil d'administration, et j'ai l'honneur de présider celui de l'entreprise que j'ai créée il y a bientôt 50 ans, le problème d'un conseil d'administration, c'est qu'il a pour objectif principal de défendre l'intérêt des actionnaires. Donc l'intérêt des actionnaires, c'est que les entreprises se développent et qu'elles soient soumises à une charge fiscale qui ne soit pas excessive. Et qu'elles se développent pas au détriment des salariés. Parce que c'est un discours qu'on entend évidemment à gauche, disant que si plus les actionnaires s'enrichissent, plus les entreprises vont bien, moins les... J'ai pas dit ça. Mais je sais bien. J'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit... Le message, je l'ai bien compris. Hein. C'est parfois au détriment des salariés. Voilà. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il restait aujourd'hui dans le monde des zones, disons, de liberté de mouvement.
on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quel pays. D'ailleurs, l'évolution des États-Unis montre que cette liberté de mouvement pourrait se trouver limitée par les interférences politiques, puisque aujourd'hui, apparemment, le président des États-Unis a décidé d'échanger des baisses tarifaires, des baisses de droits de douane contre des investissements majeurs aux États-Unis, etc., etc. Donc, il fait du business, ça. Oui, alors on est rentré dans un monde qui est un petit peu différent du monde, disons, libéral dans lequel on était il y a encore quelques années. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Les États-Unis, c'est libéral autoritaire? Alors je pense que c'est, enfin, si vous voulez mon avis, je ne suis pas très sûr que ce soit un pays qui reste libéral, mais c'est un pays qui effectivement fonctionne de plus en plus de façon autoritaire, oui, ça c'est sûr. Avec une concentration des pouvoirs peut-être comme rarement dans l'histoire. Ben oui, parce que le président des États-Unis a l'avantage d'avoir à sa disposition le Congrès, Les leviers quasiment. La Cour suprême, les médias, puisque ça ne nous aura pas échappé que, par exemple, Larry Ellison, le président d'Oracle, et qui a racheté Paramount, a lancé Paramount à l'assaut de Warner, et que Warner est la maison mère de CNN. Donc du coup, effectivement, il y a aujourd'hui aux États-Unis, de la part de son président élu, et donc élu de façon démocratique, mais aussi de ses amis, il y a une volonté sans doute, de faire évoluer la Constitution américaine dans un sens plus présidentiel que ça n'était le cas jusqu'à présent. Ipsos sont de tout le monde, et notamment, j'imagine, les chefs d'entreprise, et vous, au travers des gens que vous rencontrez. Je me dis, mais quand on est entrepreneur, chef d'entreprise aujourd'hui en France, qu'est-ce qui pénalise, qu'est-ce qui fait le plus peur aux équipes dirigeantes? C'est ce manque de visibilité sur la politique fiscale? C'est quoi? C'est le carnet de commandes? C'est comme l'alpha et l'oméga, c'est le carnet de commandes? C'est les normes, la bureaucratie, le poids des prélèvements obligatoires? C'est tout ça en France Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Évidemment, toutes les discussions sur la fiscalité, c'est pas très, enfin, comment dirais-je, c'est pas très positif parce que la France a la réputation d'être un pays dans lequel il y a une forte, disons, instabilité fiscale. Et on en a à nouveau la preuve aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de pays dans le monde dans lesquels il y a autant de discussions sur comment on peut évoluer, faire augmenter la fiscalité des entreprises, des personnes, etc. etc. Donc ça, c'est un sujet. Mais l'autre sujet, c'est évidemment le sujet du monde dans lequel nous rentrons, qui est un monde qui est beaucoup moins ouvert, beaucoup moins libéral, beaucoup moins dans lequel on va se trouver confronté à des, comment dirais-je, à des réglementations, à des obligations qui seront différentes d'un pays à l'autre et qui feront qu'il sera plus difficile, disons, de gérer les entreprises sur le mode de la globalisation, comme ça avait été le cas il y a encore une dizaine d'années. Thierry Truchot, vous me parlez, donc, on parlait d'entreprises, des entrepreneurs, vous me disiez que vous comprenez qu'on puisse demander à ceux qui ont plus de contribuer à cet effort de redressement des finances publiques. Sur cette taxe Zuckman qui divise, qui électrise le débat politique, est-ce que vous-même, si vous étiez concerné, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous dites « ok, je la paye, 2% sur l'ensemble de mon patrimoine », même pas mal? Moi, si vous voulez, j'ai une position de principe qui consiste à dire que je suis né en France, que j'ai été élevé, éduqué, abrité dans ce pays, qui est le mien. Et donc, je supporterai ce pays, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer. Je n'ai pas une mentalité d'émigré. Donc, quand vous entendez... D'émigré à différence d'immigré. donc, je ne partirai pas à Coblence ou ailleurs, je ne sais pas, à Dubaï ou à Singapour pour échapper à la fiscalité de mon pays. Après, je peux m'insurger, enfin, en tout cas, essayer de convaincre les dirigeants de ce pays que... C'est une bonne ou une mauvaise taxe, la taxe Zuckman? C'est une très mauvaise taxe, mais bon, c'est comme ça. Et pourquoi alors? D'abord parce qu'elle est... On frappe 1800 foyers. Elle est confiscatoire, doit dire probablement, donc du coup, passerait pas le Conseil constitutionnel. Elle est confiscatoire parce que 2%, en réalité, si vous voulez, le rendement du capital, il est de l'ordre de 5 ou 6%. Donc, Zuckman a dit, Gabriel Zuckman, oui, mais la richesse des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté depuis X années de 10% par an. Et bien, elle n'augmentera que de 2% par an. On leur demande, sur leur performance de 10%, de donner 2%. C'est ce qu'il explique, Gabriel Zuckman. Oui, alors c'est exact, il a raison, enfin factuellement, sauf que cette histoire de l'augmentation de la valeur des actifs de 10% par an, ça vaut depuis, disons, 20-25 ans.
mais ça n'est pas nécessairement ce qui va se passer dans les 25 ans qui viennent. Ça. Et qu'une partie de ce qu'on appelle la fortune, c'est quelque chose qui est, j'en suis le témoin, ou l'acteur moi-même, c'est en bonne partie des actions de société qui ne sont pas nécessairement liquides, ou si elles le deviennent, c'est pour de mauvaises raisons. Et donc, du coup, ce n'est pas de l'argent sonnant et trébuchant qu'on pourrait sortir d'un coffre-fort et donner comme ça au fisc. C'est-à-dire que si cette taxe était mise en œuvre, à ce moment-là, évidemment, il y aurait nécessairement un certain nombre de personnes, de familles qui chercheraient à... Il y aura un mécanisme d'anti-exil fiscal à l'américaine où les impôts, pendant 5 ans, viendraient vous chercher partout en disant non, il faut payer. Alors, c'est un peu plus que... Alors, aux États-Unis, c'est un peu plus que ça, puisque si vous êtes détenteur d'un passeport américain, si vous êtes citoyen américain, vous payez aux États-Unis la différence entre les niveaux d'impôts que vous payez dans le pays où vous résidez et l'impôt américain. Donc, si vous êtes, par exemple, à Dubaï, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, eh bien, vous allez payer aux États-Unis un impôt sur le revenu. Je vois que vous êtes bien renseigné. Comme si vous étiez américain. Je suis bien renseigné parce que je me bats contre toute disposition, notamment dans mon entreprise, qui conduirait à ce que Ipsos favorise l'évasion fiscale de ses cadres dirigeants. Donc, sur la taxe Zuckman, si vous êtes assujetti, vous la payez, vous ne partez pas, mais vous dites que c'est une connerie. Je dis que voilà, mais je la paierai, parce que moi, je suis pas... Et donc une connerie parce que pourquoi? Ok, on comprend la conséquence, exil fiscal des forces vives, des plus riches, ok, mais quoi d'autre sinon, comme impact économique? Si vous voulez, une économie qui ne peut pas fonctionner sans argent. Donc, et ceux qui ont beaucoup auront un tout petit peu moins. C'est ce qu'on entend. Oui, enfin, ils auront un petit peu moins, mais ils n'auront pas qu'un petit peu moins. Et donc, parce que ces 2%, ils se rajoutent à la fiscalité existante. Enfin, sauf à ce qu'on dit, c'est 2% moins les impôts que vous payez aujourd'hui, ce qui serait une autre façon de procéder. Donc, si ça se rajoute, eh bien, les gens, il y a un certain nombre de gens qui considéreront qu'ils payent trop d'argent en France, et donc ça limitera la possibilité pour les entreprises françaises de trouver en France les capitaux dont ils ont besoin. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que une grande partie du capital des entreprises françaises est déjà détenue par des fonds d'investissement étrangers. Quand vous êtes coté en bourse, je prends le cas d'Ipsos par exemple, il y a à peu près la moitié du flottant, enfin donc des actions qui ne sont pas détenues par moi, par les collaborateurs d'Ipsos et par nos partenaires financiers. Il y a à peu près la moitié de cet argent-là qui est détenu, ces actions-là, elles sont détenues par des fonds américains, anglais, etc. etc. Et donc, si ces fonds-là devaient considérer que la France est un mauvais pays d'investissement, parce qu'il y a de l'instabilité, parce qu'il y a trop de fiscalité, etc., eh bien, on va se retrouver, ça fera peut-être plaisir à certains dirigeants politiques français que je ne nommerai pas, on va se retrouver dans une situation proche du Venezuela. Oui, c'est tout à fait. Il faut qu'on parle d'Ipsos aussi, les Truchot. On peut parler aussi du PSG hier soir, c'est un beau match. C'est un match intéressant, oui, mais ce n'est que le premier match d'une longue série, donc il ne faut pas s'enthousiasmer trop vite. Et c'est une règle de vie d'ailleurs, de ne pas s'enthousiasmer trop vite. Vous avez surpris les investisseurs cet été en annonçant un changement de direction. Oui. Jean-Laurent Poitou a remplacé Ben Page, qui était la direction générale depuis 3 ans. Alors, non, pardon. Il faut être précis. Presque 4 ans. Presque 4 ans. Il est depuis 3 jours. Le nouveau est arrivé depuis 3 jours et Ben Page était là depuis 2021. Donc voilà, son mandat devait s'achever en 2026. Pardon. Pourquoi ce changement de surprise? Parce que j'ai vu le communiqué de presse pour redonner de l'élan à Ipsos. Pourquoi laisser le bout de son mandat? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que notre marché subit des transformations très profondes qui sont liées au développement d'un certain nombre de technologies et notamment l'intelligence artificielle. Et tout ça s'est appelé à changer la façon dont nous allons travailler, à la fois pour produire de l'information, pour analyser ces informations. Il était pas assez geek. Tout va changer. Il était pas assez geek, c'est ça? Attendez, je suis dans ce métier depuis maintenant 57 ans. Et donc, il y a eu plusieurs transformations avec le développement d'Internet, etc. Celle-là est majeure. Elle est plus importante que n'importe laquelle des autres transformations qu'on a subies. Ipsos fait des efforts, mais le Conseil a considéré que ces efforts n'étaient pas, disons, suffisants, ou en tout cas, ils n'étaient pas mis en place de façon suffisamment rapide
pour aboutir, et c'est ça, disons, le deuxième sujet, pour aboutir à ce que nous voulons faire d'Ipsos. Nous voulons faire, Ipsos est devenue une société importante, une des principales sociétés de son secteur. Nous voulons faire d'Ipsos la première société de son secteur, la plus importante, celle aussi qui a la meilleure réputation, celle qui conduira les changements de son marché, etc. Donc on a beaucoup d'ambition, quelques années. On a beaucoup d'ambition. Pour que cette ambition se réalise, il est très important d'avoir des dirigeants qui soient à la fois compétents sur le plan, par exemple, des technologies, mais qui soient aussi décidés à agir avec rapidité et vigueur. Sur les technologies, je note que c'est un familier voilà. d'Accenture, donc c'est un familier des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, donc ceci explique cela, il y a une cohérence entre... Alors, Accenture, si vous voulez, chez Accenture, il y a beaucoup de gens qui viennent de chez Accenture, c'est une entreprise où il y a 400 000 personnes, donc, et avec un taux de turnover, de rotation qui n'est pas négligeable. Mais il a beaucoup travaillé chez Accenture sur l'intelligence artificielle et sur les nouvelles technologies. Voilà. Donc, disons, c'est cette caractéristique-là, en dehors de sa personnalité, qui nous a intéressés. Vous comprenez que les marchés, les investisseurs aient été interpellés par ce choix, alors qu'un nouveau plan stratégique doit arriver, doit être présenté le 19 novembre. Oui, un nouveau plan stratégique sera présenté quand il sera prêt, sans doute le 19 novembre, mais si ce n'est pas le 19 novembre, ce sera avant ou après, je ne sais pas, puisque le nouveau directeur général est en train de discuter avec le président du Conseil et d'ailleurs tout le Conseil des échéances et de la façon dont on va... il est arrivé il y a 3 jours. Il est arrivé il y a 3 jours, donc on lui laissera encore une semaine. 2-3 jours. quelques jours, avant de voir exactement comment il tourne. Mais il y aura des changements chez Ipsos. Il y a déjà eu un changement du directeur général. Il y a d'autres, disons, experts, professionnels qui seront amenés à rejoindre cette entreprise parce qu'on est dans une position qui est tout à fait intéressante. On est, disons, au bord de la Champions League. Vous voyez, c'est comme le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Mais on n'a pas encore gagné cette compétition. Donc, il est important qu'on change d'entraîneur. Il faut gagner dans 2 ans, alors. Oui, il faut qu'on change d'entraîneur. On va aussi faire évoluer une partie de l'équipe de façon à arriver à ce qui est une ambition raisonnable, mais qui n'est pas Vous êtes 3e acteur mondial aujourd'hui ? Oui, on est 3e mondial, mais la question, ce n'est pas seulement une question de la taille. Cette question, c'est qui conduit le marché. Qui conduit le marché, qui inspire le marché, qui fait le marché. Vous savez, pendant 30 ans, j'ai travaillé avec un mec formidable. C'était mon associé, il s'appelait Jean-Marc Lèche, qui malheureusement est mort il y a une dizaine d'années. Et il disait toujours que ce qu'il fallait qu'on arrive à faire, c'est pas à être conduit par le marché, mais à conduire le marché. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, et on n'a pas échoué. Mais on n'est toujours pas les vainqueurs de la compétition, donc on va accélérer et intensifier et faire en sorte que cette entreprise, disons, réalise son potentiel. Et son potentiel, c'est d'être, en effet, l'entreprise la plus intéressante pour ses clients. Parce que ce qui est important, c'est évidemment, c'est que les clients comprennent pourquoi ils travaillent avec nous plutôt qu'avec d'autres. Pour les actionnaires, on est sur Boursorama qui tire un peu la gueule en voyant le cours de l'action, on leur dit quoi ? Eh ben, on leur dit voilà, qu'ils ont tout à fait le choix d'acheter ou de vendre. C'est le privilège d'un marché libre. Vous les encouragez et plus ils verront, ils auront dans les mois et années qui viennent. Il est clair que pour nous, la baisse du cours, puisque le cours a été pratiquement divisé par 2 au cours de ces derniers mois, n'est pas le seul facteur déclenchant J'allais vous poser la nouveau question. directeur général, mais c'est un facteur. Ipsos, c'est une société qui non seulement écoute les consommateurs, les citoyens et disons, illustre ce qu'ils disent, on est aussi attentif à ce que nous dit le marché. Et le marché nous a dit des choses relativement peu agréables depuis 18 mois. Donc le cours actuel, pour faire un parallèle avec le football, le cours actuel d'Ipsos, c'est un peu le PSG City à la fin de la première mi-temps, ou au tout début de la seconde, quand on est mené 2-0. Oui, voilà. Et qu'au final, on est là sur le cours de l'action, pardon pour le parler, on a compris ce qu'est le foot. Oui, enfin non, mais après, c'est la remontada, vous n'allez pas me faire dire que le cours est bas, évidemment qu'il est bas, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est comment cette entreprise qui a été développée, qui est une entreprise française mais internationale, comment cette entreprise peut saisir cette occasion qu'elle a devant elle, de faire face à un marché qui est très intéressant, très actif, très demandeur,
Mais il faut, si le marché est demandeur, il faut évidemment en profiter. Et pour en profiter, il faut procéder à quelques changements. Et c'est en cours. De l'entraîneur et de ses adjoints. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Didier Truchot, Merci fondateur et président du conseil d'administration d'Ipsos, coté sur la SBF 120 à la Bourse de Paris. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.